What's up guys, j'espère que vous allez bien. Ici Guillaume de Parlons Cash pour un petit épisode sur le Bitcoin. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais debunk 3 mythes, 3 croyances que les gens ont sur le Bitcoin, mais qui sont complètement fausses. Donc c'est parti, on commence, let's go. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. What color is your bagage? Le premier mythe sur le Bitcoin que j'entends souvent, c'est que le Bitcoin se fait hacker. Dire le Bitcoin se fait hacker, c'est une phrase qui ne fait aucun sens, premièrement. Fait que le premier point, c'est que le Bitcoin n'est pas hackable. On a vu, il y a quelques années, dans les médias, mettons, Mt. Gox, qui était un exchange de crypto, se faire hacker. Mais si Mt. Gox se fait hacker puis se fait voler des Bitcoins, c'est pas le Bitcoin qui a été hacké, c'est Mt. Gox. Mettre ça sur la faute de la devise, ça fait aucun sens. Si Desjardins se fait voler des millions de dollars, est-ce que c'est Desjardins qui s'est fait hacker ou c'est le dollar canadien qui s'est fait hacker? Dire que le dollar canadien qui s'est fait hacker, ça fait aucun sens. Comme dire le Bitcoin s'est fait hacker, ça fait aucun sens. La seule façon de hacker le Bitcoin, c'est faire ce qu'on appelle une attaque 51%. Qui consiste à récupérer 51% des mineurs du réseau puis de les faire falsifier ou créer des fausses transactions. La blockchain, pour qu'on se rappelle, c'est une chaîne de blocs et chaque bloc contient des transactions. Donc, pour un hack des blocs avec une attaque 51%, ça serait de venir créer des fausses transactions ici dans un bloc. Fait que venir rajouter au bout de la ligne des transactions qui n'ont jamais eu lieu pour aller s'approprier les bitcoins de personnes puis de les voler, etc. Sauf que pour faire ça, ça prend 51% de la puissance du réseau. Est-ce que vous savez à quel point c'est gros 51% de la puissance du réseau Bitcoin? Tu pourrais réunir Facebook, Google, le gouvernement de l'Espagne puis le FBI que tu n'aurais même pas 50% de ce qui est nécessaire en termes de puissance de calcul pour l'algorithme du Bitcoin. L'autre façon qu'on peut dire hacker le Bitcoin, ce serait prendre une des anciennes transactions puis venir la changer, venir modifier une ancienne transaction. Sauf que le problème avec ça, c'est que toutes ces transactions-là, ils résident sur des millions de nodes à travers le monde, des millions de registres ont cette chaîne de transactions. Fait que si toi, tu modifies ta chaîne de transactions puis que dans toutes les autres millions de copies, ben, ta copie à toi de la suite de transactions, elle n'est pas identique aux autres. On va juste te kick out du réseau puis ta transaction, ça ne marchera juste pas. Donc, hacker la blockchain du Bitcoin ne fait aucun sens en tant que phrase. Juste hacker le Bitcoin, ça fait aucun sens. Tu peux voler les Bitcoins de quelqu'un comme tu peux voler l'argent de quelqu'un parce que ton Bitcoin est sécurisé par une clé privée. Donc, si tu réussis à voler la clé privée de quelqu'un, ben, tu viens de lui voler ses bitcoins parce que la clé privée, c'est ce qui donne accès à ton coffre-fort de bitcoin. Donc, la seule façon de hacker, entre guillemets, voler les bitcoins de quelqu'un, c'est de mettre la main sur ces 12 mots. Fait que si toi, tu as tes 12 mots décrits dans ton ordinateur, puis quelqu'un rentre dans ton ordinateur, puis trouve tes 12 mots, là, OK, on peut dire tu t'es fait hacker tes bitcoins à toi, mais on peut pas dire le bitcoin s'est fait hacker, ça fait aucun sens. Donc, on peut pas vraiment dire le bitcoin est hackable. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça quand on dit le bitcoin s'est fait hacker. Fait que la prochaine fois que vous allez voir un gros titre, le bitcoin s'est fait hacker, vous savez que ça fait aucun sens, puis que le journaliste qui a écrit ça, c'est pas de quoi il parle. Le deuxième mythe que j'entends souvent sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin sert à blanchir de l'argent. Celui-là, je vais le semi-debunk parce qu'il est semi-vrai. Le Bitcoin existe depuis 2009, donc puis c'est une devise comme les autres. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent le dollar canadien pour blanchir de l'argent? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent l'euro pour blanchir de l'argent? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent le dollar US pour blanchir de l'argent? Le yen chinois pour blanchir de l'argent? Le franc suisse? Whatever. Oui, des gens utilisent les devises pour blanchir de l'argent. Donc le Bitcoin, qui est une devise internationale, qu'on appelle la devise, qu'on peut dire la devise de l'Internet, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui vont l'utiliser pour blanchir de l'argent. Il y a des gens qui utilisent de l'or pour blanchir de l'argent. Le truc, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Si tu blanchis de l'argent avec de l'or ou avec une devise, après un certain temps, la paperasse va se perdre ou whatever, comme on peut perdre un suivi de ce qui s'est passé. La blockchain du Bitcoin, le premier bloc qui a été fait en 2009, il est encore accessible. Fait que si en 2012, tu as utilisé le Bitcoin pour blanchir de l'argent,
ta transaction, aujourd'hui, est encore là. En 2030, elle va être encore là. En 2040, elle va être encore là. Fait qu'utiliser le Bitcoin pour blanchir de l'argent, c'est juste quelque chose de vraiment stupide parce que c'est un actif traçable. En plus de ça, la CIA, j'ai fait des recherches pour voir c'est quoi leur intérêt par rapport au Bitcoin parce que je pensais qu'ils voulaient essayer de le shut down puis de l'arrêter. Absolument pas. Ce que la CIA travaille à faire par rapport au Bitcoin, c'est être capable de faire des bons suivis de mouvements de fonds. Fait que si, comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, le Bitcoin, la blockchain est pseudonyme. Donc, c'est des adresses, des clés privées, des clés publiques qui envoient des Bitcoins à des clés publiques. Puis après ça, tu dois associer une identité à la clé publique pour voir qui possède quoi. Bien, eux, la CIA, c'est ça qu'ils travaillent à faire. Essayer de suivre les clés publiques, suivre les déplacements de fonds, puis mettre le doigt sur à qui appartient ce portefeuille pour être capable de l'identifier pour si jamais c'est quelqu'un qui est mal intentionné ou si c'est quelqu'un qui veut ne pas payer ses taxes ou faire des choses comme ça. Fait que utiliser le Bitcoin pour blanchir de l'argent, c'est vraiment stupide parce que c'est très traçable. Il y a d'autres cryptos qui peuvent servir à ça, qui sont beaucoup plus anonymes. J'en parlerai pas parce que c'est pas ça mon but, de vous donner des conseils comment blanchir de l'argent ou whatever. Mais juste blanchir avec le Bitcoin, c'est vraiment une mauvaise idée. Le troisième point que j'entends souvent, que je trouve qui fait absolument aucun sens aussi, c'est de dire que le Bitcoin est polluant. La vérité, c'est que le Bitcoin n'est pas polluant, mais énergivore. Le Bitcoin n'est pas polluant, il est énergivore. Ça veut dire qu'il consomme beaucoup d'énergie. Dans le fond, si on veut utiliser le Bitcoin comme monnaie mondiale, ça veut dire qu'il doit avoir beaucoup d'énergie dépensée au maintien du système. Si on compare ça avec l'énergie dépensée pour le maintien du système bancaire face au dollar canadien ou au dollar US, ou tout l'argent qui est dépensé pour sécuriser de l'or, créer des bunkers, de la sécurité, il y a beaucoup plus d'argent, d'énergie, de ressources, donc de pollution qui est créée pour notre système financier actuel, mais c'est même pas de ça que je veux parler. C'est juste pour dire que le Bitcoin est insignifiant en termes de pollution quand on le compare au système monétaire actuel. Mais encore mieux, le Bitcoin peut être un incitatif à construire des barrages hydroélectriques et autres sources de production d'énergie verte. Je vous explique. Donc, par exemple, on a un barrage d'Hydro-Québec, un barrage qui va prendre un cours d'eau, puis qui va faire tourner, le cours d'eau va faire tourner des turbines, puis ces turbines-là qui vont tourner vont produire de l'électricité. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça fonctionne. Exemple qu'au Québec, on a besoin d'environ 10 millions de mégawattheures. C'est un chiffre hypothétique. Dans notre pic de consommation. Notre pic de consommation, dans le fond, si je vais y aller comme ça, si je vais en haut, c'est la consommation, puis en bas, c'est le temps. La consommation d'énergie, ça va faire quelque chose comme ça. Puis il y a des moments, genre ici, où ça va être plus élevé, puis après ça, ça va redescendre. Ici, c'est l'hiver. En hiver, étant donné qu'on chauffe, qu'on utilise, il y a Noël, on branche les lumières et tout, on consomme plus d'électricité en hiver, surtout à Noël. Le moment où on consomme le plus d'énergie, c'est ici. C'est environ à Noël. Donc, notre barrage hydroélectrique doit être capable de fournir, mettons que ça, c'est 10 millions de mégawattheures, doit être capable de fournir 10 millions de mégawattheures. Là où je veux en venir, c'est que le restant de l'année, il y a tout ça d'énergie qui n'est pas utilisée. On est capable de produire 10 millions, sauf qu'ici, on en utilise juste peut-être 5 parce qu'il fait beau, parce qu'on est dehors, parce que nos appareils électroniques ne tournent pas, parce qu'on n'utilise pas de chauffage. On n'a pas besoin d'utiliser à fond de l'électricité sur toute l'année. Fait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce qui serait le plus cool, c'est de pouvoir la stocker et de l'utiliser pour plus tard. Malheureusement, on n'a pas la technologie qui permet encore de stocker bien l'énergie des barrages. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est fabriquer des fermes de minage. Des fermes de minage collées directement sur les barrages hydroélectriques. Donc, quand, exemple, on est en mai et qu'on n'utilise pas beaucoup d'énergie, qu'on utilise la moitié de la capacité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir augmenter notre utilisation. Puis ce surplus-là, on va l'utiliser pour miner de la crypto. Donc, le barrage devient plus rentable parce que toute l'énergie... Ce qui coûte cher quand on mine de la crypto, c'est l'électricité. Mais là, notre électricité, elle est gratuite
Parce que de toute façon, elle aurait été gaspillée. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'énergie qui aurait été gaspillée ou qui n'aurait pas été produite, puis qu'on l'utilise pour faire tourner le réseau du Bitcoin. Comment je peux expliquer ça? Ça devient un incitatif très intéressant pour un investisseur. Exemple, que tu veux investir sur un barrage, puis que le barrage, il devient rentable en 10, 15, 20, 30 ans. En fonction de combien ça coûte puis combien on va être capable de produire avec. Mais si tu rajoutes une ferme de minage à côté du barrage, ça va peut-être te coûter un peu plus cher, mais ton investissement, tu vas être capable de le rentabiliser au lieu d'en 10, peut-être en 5 ans. Fait que ça devient plus tentant d'investir dans un barrage parce que ton argent, tu vas le faire plus vite. Fait que dans le fond, utiliser le Bitcoin pour... utiliser les fermes de minage pour exploiter les surplus d'énergie de nos centrales de production, c'est utiliser de l'énergie qui ne serait pas créée ou qui aurait été au gaspillage de toute façon pour créer puis maintenir notre système monétaire. Donc, pour moi, ça fait extrêmement de sens de motiver puis d'inciter les investisseurs à faire des barrages puis à mettre des centrales Bitcoin à côté. En finance, on a ce qu'on appelle le DR, le délai de récupération. Donc, le nombre de temps que ça va prendre avant que tu refasses ton investissement. Par exemple, tu vas investir dans un barrage, tu vas mettre 1 million. Ben, si ton DR, ton délai de récupération, est de 10 ans, ça veut dire que ça va prendre 10 ans avant que tu reprennes ton 10 millions. En mettant les fermes de minage, ce que ça permet de faire, c'est de réduire ce DR-là pour le mettre justement, comme je disais, à 5 ans. Fait que si tu investis 10 millions, mais tu le reprends en 5 ans au lieu d'en 10 ans, ben c'est beaucoup plus intéressant comme investissement. Donc, pour résumer, les fermes de minage rendent plus intéressant le fait d'investir dans des systèmes hydroélectriques ou d'autres créations d'énergie verte avec des surplus d'énergie. Donc, c'était pas mal tout pour moi aujourd'hui. Un petit recap. Le Bitcoin ne peut pas se faire hacker. Si vous entendez quelqu'un dire « le Bitcoin s'est fait hacker », ça fait aucun sens. Il dit n'importe quoi, il ne sait pas de quoi il parle. Envoyez-le sur mes premières vidéos que j'ai faites sur le Bitcoin. Le Bitcoin sert à faire du blanchiment d'argent. Oui, mais non, parce que c'est vraiment une idée stupide d'utiliser du Bitcoin pour faire du blanchiment d'argent. Vous allez vous faire pogner un jour ou l'autre, ça je vous le garantis. Surtout si dans 20, 30, 40 ans, le Bitcoin devient vraiment la monnaie mondiale puis qu'on se met à vraiment creuser dans les premières transactions pour comprendre les premiers flux d'argent. On va finir par tomber sur vous, puis vous allez prendre votre tape sur les doigts un jour ou l'autre. Faites-vous-en pas. Puis, est-ce que le Bitcoin est polluant? Non, le Bitcoin est énergivore. C'est sûr que si il est énergivore, puis tu utilises de l'énergie au charbon pour le faire tourner, ah ben oui, c'est polluant. Mais c'est comme n'importe quel autre système. Notre système bancaire en ce moment est principalement sur des cloud services qui tournent aussi sur de l'énergie au charbon ou au nucléaire, whatever. Donc, encore là, il y a un gros débat à avoir sur est-ce que vraiment le Bitcoin est si polluant et si énergivore que ça face à notre système de sécurisation de monnaie et de devises actuelles. Mais ce sera pour une autre fois. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder ça, guys. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Ciao! Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color's your guy?